Et j'appelle tout de suite Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable, et Emmanuel Accardi, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction à la DHUP, le ministère dont dépend le logement. Alors, on va parler de rénovation du parc tertiaire et Philippe Pelletier, tous ceux qui ont assisté à vos interventions depuis quelques années ont vu que vous êtes impliqué dans ce décret qui est enfin adopté. On n'y croyait plus. Et aujourd'hui, on a envie de savoir, puisqu'il est adopté, il y a encore un arrêté à venir, les conditions de réussite de ce décret tertiaire. Alors, on va oublier très vite les épisodes passés, depuis la loi de 2010 qui posait le principe d'une obligation jusqu'au décret de juillet dernier. Cet épisode passé, il n'est pas glorieux, mais c'est du passé. Et moi, je vous invite à regarder l'avenir, c'est-à-dire on a un décret qui fixe dans la durée, 2030, 2040, 2050, une obligation bien pesée de rénovation énergétique du parc tertiaire privé et public. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder devant. Alors, moi, je vais dire simplement trois choses en introduction du propos d'Emmanuel qui va vous expliquer comment ce décret va se déployer. La première chose, c'est un témoignage. Ce décret, il a été co-construit avec la sphère professionnelle. J'ai pas une tendance naturelle à être dans la flatterie, la flagornerie. Ça me paraît pas très intéressant. Et donc, ce que je dis, je le pense pour de vrai. L'administration que Emmanuel dirige a été exemplaire dans l'écoute de la sphère professionnelle. Ce décret, pas à pas, il a été bâti avec les retours d'expérience de la sphère professionnelle et tous ceux d'entre vous qui vont prendre le temps de regarder le texte reconnaîtront pour l'essentiel les préoccupations qui sont les leurs. Donc, ce décret, il a été construit dans la concertation, dans une concertation approfondie, et il faut vraiment le reconnaître. Deuxième point, on n'a pas fini la concertation, parce qu'elle se poursuit sur le deuxième maillon, qui est l'arrêté qui permet de bien appliquer pleinement le décret. Là aussi, la concertation est en cours, elle a été lancée, une salle de 120, 150 personnes devant l'administration et les rendez-vous se poursuivent. Et au-delà, on va mettre en place une concertation permanente pour suivre l'application du décret, pour comprendre les points où on aurait pu ne pas être excellent, pour voir s'il y a des ajustements, des adaptations dans la durée qu'il faudra porter. Bref, qu'on va inventer entre l'administration, le plan bâtiment durable et les signataires de la charte dite tertiaire, une coopération pour suivre l'application du décret. Donc, retenez qu'on va être accompagné dans son application. Et puis, troisième et dernière observation, on a un formidable terrain de jeu à exploiter ensemble, et c'est tant mieux parce que c'est une des priorités de l'action du plan de rénovation énergétique des bâtiments qui a pointé le fait qu'il allait falloir accompagner les collectivités territoriales dans la rénovation de leur propre parc tertiaire. Et on a tous ensemble pensé qu'il y avait peut-être à l'intérieur de ce parc des collectivités territoriales des bâtiments qu'il fallait traiter en priorité. C'est le parc éducatif, les écoles, les collèges, les lycées, et pour l'État, les universités. Et on se dit, et j'ai vu avec plaisir que les deux séquences qui vont suivre vont y être consacrées avec des retours d'expérience, on se dit qu'il y a là une très belle opportunité
à la fois pour que les collectivités territoriales soient opérationnelles sur leur propre patrimoine, à la fois pour que les jeunes qui occupent le parc éducatif soient mis dans le mouvement. Et moi, j'espère qu'ils seront des ambassadeurs de la rénovation des logements en formant les parents comme ils l'ont fait déjà à plein d'égards. Bref, on a là une opportunité de cohésion nationale autour de ce parc éducatif qui va être un terrain d'application du décret tertiaire. Donc on a là 3 bonnes nouvelles. Le décret a été construit dans la concertation. La concertation va perdurer et on va aller sur les territoires avec l'administration, comme on le fait aujourd'hui, pour expliquer le texte nouveau et ses perspectives. Et puis on a, de manière très opérationnelle, le parc éducatif qui doit devenir un terrain d'excellence pour l'application de cette rénovation. Bref, je viens aujourd'hui vous dire que les choses se sont mises dans l'ordre de marche qui convient, et moi j'en suis personnellement très heureux. Merci beaucoup Philippe Pelletier. Alors, si vous voulez bien vous asseoir et on va demander à Emmanuel Accardi maintenant de nous expliquer un peu comment va se présenter ce dispositif. Alors vous avez une petite dizaine de minutes. Alors j'ai une petite dizaine de minutes, j'ai quelques slides pour, comme support à mon propos. Peut-être pour d'abord voir de quoi on parle. On parle quand même d'un gisement important avec le bâtiment tertiaire, puisque c'est un quart du parc en surface, c'est-à-dire à peu près 1 milliard de mètres carrés. Vous voyez la partie bâtiment de l'État, un dixième, partie bâtiment des collectivités territoriales, à peu près 3 fois plus, et donc le reste, en gros, 600 millions du tertiaire privé. Donc on parle d'un gros gisement, un quart du parc, mais un tiers des consommations. Donc ça veut dire que on a identifié que c'était un gisement important pour l'ensemble du sujet de la rénovation. Hein. Donc c'est intéressant de regarder ça. Si on regarde dans l'historique, on en parle donc depuis effectivement un certain nombre d'années. On a donc le décret qui a été publié il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant, l'arrêté en cours de concertation, une entrée en vigueur en 2020. Voilà donc les aspects calendrier. Pour revenir sur le décret publié en juillet, ce qu'il faut retenir, les mots-clés, c'est qu'il y a 2 façons de satisfaire l'objectif. En valeur relative, donc c'est le nombre de pourcentage par rapport à une consommation de référence, la consommation actuelle, avec des pas de temps donc par décennie, 2030, 2040, 2050, ou une valeur absolue adaptée par catégorie. Donc c'est déjà le premier élément important. Il y a plusieurs façons de satisfaire l'objectif, et il y a une valeur par catégorie. Donc on tient compte des spécificités, puisque le parc tertiaire, outre le fait d'être un parc important en gisement, est un parc avec une grande mixité, une grande variété de bâtiments. On va le voir après quand on va regarder le champ d'application. Il y a une possibilité de modulation des objectifs pour différentes raisons. Je vais y revenir ensuite. Donc, ces contraintes techniques, architecturales, des sujets économiques ou l'évolution de l'activité, du volume d'activité. On a parlé, donc Philippe en a parlé, il va y avoir tout un volet de suivi. Hein, les choses ne vont pas s'arrêter après l'arrêté. Il va y avoir un suivi sur le long terme, puisqu'on parle de pas de temps relativement éloigné dans le temps. Et donc, la plateforme de recueil et de suivi des consommations. Alors ça, c'est ce qui était dans le décret publié depuis 2 mois. Ce qui est dans l'arrêté, donc qui est actuellement dans la concertation, on est plutôt en début de concertation avec les acteurs. C'est un arrêté évolutif, c'est-à-dire que, évidemment, comme vous le savez, un arrêté est plus facile à changer, à faire évoluer qu'un décret. Et donc c'est parfait, puisque c'est l'arrêté qui va fixer notamment les niveaux en valeur absolue par catégorie. Et donc, on va pour travailler là vraiment avec les acteurs. C'est les acteurs qui vont nous dire quelle spécificité dans leur bâtiment et donc finalement quelle valeur absolue sur laquelle on peut miser. La logique, c'est vous avez le cas classique, c'est la valeur relative, on diminue de tant de pourcents une consommation de référence, mais si vous êtes un bâtiment certes existant mais récent, construit il y a quelques années, vous pouvez être très proche des standards du neuf. Vous avez respecté une ERT, une réglementation thermique sur le neuf il n'y a pas si longtemps, donc vous pouvez travailler plutôt en valeur cible, valeur absolue, en disant voilà, je vais améliorer encore ma performance et travailler sur une valeur absolue. Donc c'est un élément important de la concertation là qui nous occupe, puisqu'il y a vraiment l'aspect catégorie et il y a l'aspect évolutif. Il va également, cet arrêté, préciser les conditions dans lesquelles je vais pouvoir moduler mes objectifs, c'est-à-dire que je m'engage dans un travail, mais pour X raisons, je m'aperçois que je ne pourrai pas satisfaire l'objectif tel qu'il est, donc je l'explique,
je fais une étude, je regarde un petit peu sur quoi je peux m'engager et je l'explique dans un dossier. Donc l'arrêté va préciser tout cela. Et puis il va également préciser la façon dont on va utiliser la plateforme et comment on va transmettre les données, rendre compte de son travail et de la façon dont on respecte l'obligation. Il vous reste 5 minutes. Je vais me dépêcher alors. Je vais peut-être pas, de toute façon, vous aurez les éléments de la présentation, mais ces sujets techniques qui sont dans l'arrêté, donc je passe un petit peu rapidement. Je voudrais insister sur une chose, mais Philippe a commencé à le dire, c'est une réglementation avec des pas de temps vous voyez, dans 2030, 2040, 2050, on s'y prépare, on a le temps de l'anticiper, de la préparer. C'est un outil d'accompagnement, c'est une réglementation, je dirais, pédagogique. On se met dans une situation où on réfléchit à ces sujets essentiels de diminution des consommations énergétiques, et donc on est bien dans cette idée d'outil d'accompagnement, même si c'est réglementaire, même si c'est une obligation. Autre élément important, on associe souvent le décret tertiaire à des travaux. Bien sûr, il y a un moment donné, et il y aura à un moment donné des interventions du type travaux, mais il y a d'autres leviers, et c'est important, et c'est l'esprit du texte. Beaucoup de leviers permettant des gains significatifs. Vous savez qu'on peut atteindre des gains de 20 à 30%, avant même de travailler vraiment sur le fond, sur l'enveloppe, sur des travaux. C'est des éco-gestes, c'est des réglages, c'est des sujets aussi d'optimisation des surfaces. Hein. On est bien sûr dans une approche patrimoniale et on peut avoir un travail de rationalisation, d'optimisation des surfaces. Alors le seuil, on est sur un seuil de 1000 m². Ça veut dire qu'avec ça, on va avoir 70% des surfaces tertiaires, donc les surfaces que j'ai indiquées dans la première slide. Ça vous donne l'idée de ce que ça représente. Et on est sur une logique où on a très peu d'exemptions. On n'en a quasiment pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire on emmène tout le monde, après, avec évidemment la question de la modulation, mais on a un champ d'application très large. Et ensuite, donc, comme je l'ai dit, un grand nombre de leviers d'action. Sur la modulation, donc, il y a plusieurs types de modulation. Il y a les modulations dites automatiques, c'est-à-dire qu'on va par exemple prendre en compte les climats, les disparités climatiques selon les régions, et puis évidemment le changement d'activité et de volume. Celles-là sont appliquées automatiquement par la plateforme, donc quand on va remonter ces informations. Et puis il y a les contraintes là au cas par cas. C'est évidemment le cas d'un bâtiment qui présente des caractéristiques techniques ou architecturales où il y a un risque de pathologie lié à telle ou telle intervention sur le bâti. On le dit, on l'explique. Il peut y avoir des servitudes réglementaires, il peut y avoir évidemment des sujets de disproportion économique, c'est-à-dire que si on montre que les actions engagées sont d'une telle ampleur économique que le temps de retour est trop long, donc on définit une valeur un temps de retour, et si on est au-delà, eh bien, on considère que l'obligation, l'intervention n'est pas appropriée, ou il y a encore donc un certain nombre de sujets à mettre dans une étude technique pour montrer que l'on module l'objectif et que donc on va être un petit peu différent des objectifs, je dirais, standards qui sont fixés. En résumé, je crois que comme ça je finis mes 30 dernières secondes. On a 3 pas de temps, 40%, 50%, 60% jusqu'à 2050 par décennie. On a un champ d'application très large, tous les bâtiments au-delà de 1000 tertiaires. Et donc là, vous voyez en bleu la diversité de situations du tertiaire. Ce sont évidemment des types de bâtiments très différents, avec des problématiques extrêmement variées. On a beaucoup de différents moyens d'action pour parvenir à l'obligation. On peut moduler les objectifs. On a un aspect suivi des consommations très important. On travaille en énergie finale et sur facture. On regarde des consommations, on regarde des factures et on travaille en énergie finale. Et puis, il y a un volet, le législateur a souhaité introduire un volet sanction lorsqu'on sera dans les échéances 2030 et après. Et donc, on aura ce volet sanction, c'est-à-dire qu'on devra faire savoir ce qu'on a fait, comment on a atteint l'objectif. L'applicabilité du décret plus arrêté, oui. La perspective, c'est 2020. 1er janvier 2020. Donc, tout à fait. 2020 sera la première année sur laquelle les objectifs, les assujettis auront à rendre compte de leur consommation. Ça sera la première année de référence, quoi. Merci beaucoup. Je remercie nos deux intervenants, Philippe Pelletier et Emmanuel Accardi. Et on vous retrouve en début d'après-midi pour évoquer une autre réglementation qui va entrer en vigueur prochainement, la Euro 2020. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants.